Et bienvenue également à Alexandre Delvalle, géopolitologue. Bonjour. Alors si vous êtes prêts tous les trois, on démarre. Apporter à l'autre quand on est enseignant, comme Alexandre Delvalle, géopolitologue, né en Occitanie, à Perpignan, d'une mère espagnole, d'un père sicilien, à la fois écrivain, conférencier, chroniqueur, enseignant et géopolitologue. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Alors, j'ai pensé justement, vous avez mentionné Pierre Bellon, que j'ai eu le plaisir de connaître, grand employeur, un des plus grands employeurs mondiaux, Sodexo. Eh bien, il rebondissait, si j'ose dire, sur ce que vous venez de mentionner. Il a créé, il y a 30 ans, l'APM, l'Association pour le progrès du management, parce qu'il avait compris avant tout le monde, avant qu'on parle de RSE, de QE, parce que vous faites allusion au quotient émotionnel, il avait compris qu'une entreprise, pour être performante, elle doit mettre aussi des choses qui ne sont pas liées à l'entreprise et elle doit former l'entrepreneur sur la philosophie, la psychologie, l'art. À l'APM, même des gens qui sont des artistes, des chanteurs, des magiciens viennent former des patrons, des plus petits aux plus grands. Et voilà, ce qui m'inspirait, j'étais très surpris agréablement de voir des patrons faire allusion notamment à la philosophie et à ce qui est en dehors de l'entreprise. Pour le management, il ne faut pas faire que du management. Voilà ce que ça m'inspirait. On te voit souvent dans beaucoup de médias, en particulier en Italie. Est-ce que tu peux nous faire un éclairage sur les ETI en Italie? Alors, en Italie, on peut dire que peut-être à égalité avec l'Allemagne, et en termes de proportion, si on voit pas le volume et la proportion, c'est le pays d'Europe qui a le plus d'entreprises familiales, de petites, de très petites, de moyennes entreprises. Et le tissu est assez impressionnant et on le voit beaucoup dans le nord de l'Italie. Il y a tout un modèle nord-italien de petites et de moyennes entreprises. Et grâce aussi à quelque chose de très concret qui va peut-être choquer certains candidat pour être Premier ministre ces jours-ci, avec une taxation quasi nulle pour hériter d'une entreprise familiale. C'est quelque chose d'assez bête et structurel. Mais l'Italie permet et valorise la transmission du patrimoine. Et c'est pour ça que vous allez en Italie, ça fait un peu son charme, vous n'avez pratiquement jamais d'hôtels des grandes chaînes comme on voit dans le monde entier, et notamment dans notre beau pays, la France. Il n'y a que des hôtels familiaux, et ça se reproduit dans tous les domaines, jusqu'à l'équipement, jusqu'à l'informatique, jusqu'à la pharmacie, avec plein de petites entreprises extrêmement performantes qui sont liées à d'autres plus grandes en tant que fournisseurs, pièces détachées, haute technologie. Et ça, c'est pas connu. On voit toujours l'Italie sous le prisme, je dis pas ça parce que je suis d'origine sicilienne, mais soit la mafia, les pâtes, un type un peu rigolo, jovial, pas très sérieux, charmeur mais pas très fiable. Ça, c'est en gros l'image qu'on a de l'Italie. Bon, sympa, mais faut pas être trop près non plus, trop longtemps. Et on oublie que le nord de l'Italie est le niveau de vie de la Suisse. Ah oui. De la Suisse. Le nord de l'Italie est comparable à la Suisse d'un point de vue du niveau de vie, de la structure entrepreneuriale. Alexandre, quand tu les entends tous les deux, et après plusieurs semaines après les JO, où on est maintenant, les patrons de PME de croissance, de TI, comme tu les vois, c'est quand même des grands sportifs, non? Pour moi, c'est des grands sportifs et c'est pas de la démagogie, mais je les vois en tant qu'écrivain, donc je n'ai pas créé d'emploi, donc je suis assez admiratif. Pour moi, ce sont des héros. En France, et je ne dis pas ça pour blâmer mon pays, hein, c'est pas mieux ailleurs, mais c'est héroïque d'avoir une entreprise, surtout quand on n'est pas une très très grande entreprise, parce que ceux qui payent le plus de taxes, qui ont le plus de charges, qui subissent le plus l'administration, ce ne sont pas les plus gros, ce sont les petites ou les moyennes entreprises. Et quand on voit que la France a des très très grands fleurons, une tradition d'un État très fort, elle a valorisé la France, le service public, les fonctionnaires, le fonctionnariat. Pour certains, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, on va tout régler avec l'argent public. C'est une croyance extrêmement développée en France. Et quand on a ça en face de soi, une administration qui pense à redistribuer et qui ne veut pas aider ceux qui créent des richesses qui permettent de redistribuer, c'est un véritable problème. Pour moi, c'est héroïque, oui. Être entrepreneur. Ce qui n'est pas le cas en France, parce qu'on aide quand même beaucoup les entrepreneurs. Je pense que tous les deux, mais justement, vous pouvez en mon parler. expérience à l'APM en parlant avec les patrons, c'est que les patrons ne veulent pas d'aide, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Ça rappelle la phrase de Pompidou. Ils ont besoin de liberté. Ils veulent pas être emmerdés. Ils ont besoin de liberté beaucoup plus que d'aide, parce que la subvention, c'est quelque chose qui est un cercle vicieux. Mais la subventionnite, c'est jamais bon. Gaëtan, comment tu réagis par rapport à ça? Alexandre, international, pour une ETI? Alors, l'international, c'est souvent... L'international, c'est vital? Voilà, l'expérience que j'ai de gens qui ont été à l'international après avoir été que au national, c'est là qu'ils ont pu avoir plus de marge et qu'ils ont pu croître. L'international, souvent, c'est un synonyme que quand on n'est pas dans l'instant international au départ, structurellement, c'est là qu'on va croître.
Donc effectivement, c'est fondamental. Et on est dans un monde extrêmement globalisé, qui d'ailleurs est un petit peu mis en péril aujourd'hui par des tendances protectionnistes que l'on voit un peu partout. Regardez la guerre commerciale Chine-États-Unis, qui aura des effets boomerang, hein. On ne peut pas être protectionniste sans effet boomerang. Il y a toujours, comment dirais-je, la contre-réaction de tout cela. Donc moi, je suis un petit peu inquiet par le fait qu'aujourd'hui, il y a un petit mouvement de démondialisation partielle qui va nuire à long terme au commerce mondial. Et le commerce mondial, plus il y a d'échanges et d'abaissement de droits de douane, on le sait, plus il y a de croissance pour tout le monde. Il faut constamment Et avoir cette innover. singularité à travers l'audace. L'audace est un mot qui te parle, mon cher Alexandre. Ben, l'audace, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui permet de faire avancer l'histoire. Il n'y a rien qui se fait sans passion, on disait Hegel, mais moi je dirais sans audace. Le monde appartient à ceux qui sont audacieux et à ceux qui croient aux rêves fous impossibles à atteindre. On retrouve encore le développement personnel, Anthony Robbins, se dépasser soi-même. Et les grands entrepreneurs ont un peu ça. Moi, je le vois, moi qui viens de la fonction publique, chez les entrepreneurs, il y a cette idée qu'on peut réaliser quelque chose de presque impossible. Dans la fonction publique, il n'y a pas du tout cet esprit. Donc, on a beaucoup à apprendre des militaires, mais aussi des patrons. Ce sont deux catégories qui résonnent de manière extrêmement différente et sont obligés de relever des défis concrets. Ils ne sont pas dans l'idéologie et ils sont obligés d'être dans l'optimisme créateur. C'est ce qui est très différent de l'idée. On peut être un peu utopiste, mais ça ne fait pas de l'idéologisme. C'est une très grande différence. Dans la fonction publique, dans le monde politique, on a de l'idéologie. Chez les patrons ou les militaires, on doit avoir des résultats et Ça, aller c'est une très, grande très loin différence. C'est une et se grande différence. dépasser. Oui, oui, oui. Tu disais un mot très important, le côté tout est possible. Tout est Justement, tu as possible. beaucoup de jeunes qui hésitent aujourd'hui à entreprendre. Oui. Ça paraît fou, mais c'est ça. Tu as envie de leur dire quoi à ces jeunes? Alors moi, je les engueule un peu gentiment, mais de manière paternaliste. Dans mon école de commerce, j'ai des gens qui, au bout de la première année, disent « Oh, mais peut-être que j'aurais dû faire une étude pour devenir fonctionnaire. » Enfin, je crois rêver quand j'entends ça. Dans une école de commerce, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont véritablement entrepreneurs dans des écoles de commerce, là, à part peut-être quelques très très grandes, 2 ou 3 écoles d'élite. Mais là, et encore, dans beaucoup d'écoles de commerce, l'idéal, c'est de devenir un employé. Moi, je suis un peu surpris qu'il y a de moins en moins d'étudiants d'écoles de commerce qui Tu veulent leur dis devenir quoi? je leur dis de soyez créateurs de votre entreprise, même si elle est petite. Créateur de votre vie. Voilà, c'est important d'être leader. To lead, not follow, dit Anthony Robbins, le grand gourou du développement personnel. Et moi, j'ai des élèves qui veulent être pratiquement des fonctionnaires du privé. C'est un peu dommage, parce qu'en France, on a perdu cet esprit pionnier que les anglo-saxons ont beaucoup, que beaucoup de pays du monde multipolaire ont. Ils ont faim, ils ont la pêche. Et nous, on est un petit peu fonctionnalisés, même quand on n'est pas... La France est tellement fonctionnaire qu'elle a transmis un esprit fonctionnaire à des futurs employés du privé.